Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer cette journée en revenant sur l'avalanche dont nous parlait le président Salustro à l'instant, puisqu'on va présenter les grandes lignes de Pacte. Donc, en quelques mots, on va revenir sur la date d'entrée en vigueur du dispositif, sur les sociétés concernées, sur les nouveaux seuils. On parlera de la notion de petits groupes. Et enfin, on vous présentera les nouvelles NEP qui concernent la norme ALP et la norme PE. Deux petites précisions avant de commencer. Il est prévu aux ateliers des universités d'été qui se tiendront en septembre un atelier qui sera dédié à ces nouvelles mesures, donc à savoir Pacte, et seront notamment détaillées la démarche d'audit à mettre en œuvre dans le cadre des normes PE et des normes ALP. Et on reviendra aussi à cette occasion sur les réponses attendues de la commission des études juridiques, puisque les questions sont nombreuses et les publications sont à venir et sont attendues au cours du mois de juillet. Donc les inscriptions aux UE, a priori, normalement, devraient être ouvertes aujourd'hui, en tout cas dans les jours qui viennent. Le deuxième point, c'est pour l'article 21, anciennement 9 bis A. On y reviendra un petit peu plus tard dans la matinée, après la pause. Alors, nous vous invitons à rester, bien entendu. Juste un tout petit souci technique, voilà. Alors, on va commencer par l'entrée en vigueur de la loi. Donc, la loi a été votée le 22 mai 2019 et publiée au journal officiel le 23 mai. Alors, les décrets sont arrivés très très vite. Donc, bizarrement, là, c'est passé très très vite les décrets. Donc, dès le 24 mai, on a eu les décrets d'application et qui ont été publiés donc, au journal officiel le 26 mai. Donc, l'entrée en vigueur de l'article 20, ex-article 9 de la loi Pacte, qui est relative au seuil de nomination des commissaires aux comptes, donc est applicable au premier exercice clos après le 26 mai 2019. Donc, la bonne nouvelle, ou la moins mauvaise, c'est que les mandats se poursuivent jusqu'à leur terme. Donc la société, elle va pouvoir demander en fait à son commissaire aux comptes de poursuivre le mandat sous la forme ALP, comme vous pourrez le voir en fait avec Camille un petit peu plus tard. Mais par contre, votre accord est obligatoire pour pouvoir passer en fait ce mandat sous ALP. Donc les mandats qui arrivaient à échéance lors des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et pour les AG qui se sont tenus après la publication du décret, donc soit le 26 mai, rentre dans le dispositif des nouveaux seuils de nomination. Alors, premier sujet, en fait, les nominations sans condition de seuil. Donc, sans surprise, en fait, on a les entités EIP, donc entités d'intérêt public, les sociétés d'économie mixte et les sociétés de gestion de portefeuille, plus une autre entité qui a été créée par la loi Pacte et qui est très très proche, on va dire, d'une société de gestion de portefeuille, qui sont les fonds de pérennité. Donc dans ce cas-là, pas de condition de seuil. Les mandats restent fixés à 6 ans. Alors, les voilà nos nouveaux seuils. Donc, dans les sociétés commerciales, l'objectif du législateur était d'harmoniser ces seuils pour toutes les sociétés commerciales qui sont listées derrière moi, en particulier dans les SA, les SAS et les SARL, puisque désormais, la nomination d'un CAC devient obligatoire si et seulement si deux des seuils suivants sont dépassés, 4 millions de total bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et un nombre moyen de salariés de 50. Comme l'a dit Mélanie un petit peu plus tôt, évidemment, la durée du mandat demeure de 6 ans. Il y a quelques cas particuliers, comme dans les SARL, où il est possible pour des associés détenant plus de 25% du capital d'imposer la nomination d'un CAC, ou dans les SA, pour des actionnaires qui auraient ensemble ou tout seuls plus de 10% du capital, de demander la nomination d'un CAC en justice, mais tout ça reste assez marginal. Évidemment, je ne vous en ai pas parlé, mais la notion de détenant contrôlante contrôlée, ça, c'est une règle qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, la règle détenante contrôlée n'existe plus. Par contre, comme l'a dit Olivier, il y a eu des avancées qui ont été faites, notamment en ce qui concerne les petits groupes. Donc, pour une entité, l'ensemble que forme une personne physique
ou une entité faîtière. Alors, faîtière, en fait, c'est le mot français, on va dire, pour une holding, avec les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L233-3 du Code du commerce, est supérieure, en fait, au seuil indiqué par Camille précédemment, donc c'est-à-dire les 8, 4 et 50. L'entité faîtière doit nommer un CAC. Donc, c'est-à-dire que la holding va devoir nommer un commissaire aux comptes. Sauf si cette holding est une IP, auquel cas elle a de toute façon déjà nommé un commissaire aux comptes, si elle est soumise à l'obligation de consolider, ou si elle-même elle est contrôlée par une holding qui a un commissaire aux comptes. Donc si on rentre dans ces critères, l'entité faîtière va devoir nommer un commissaire aux comptes. Et par contre, le mandat pourra être limité à 3 ans. Donc il est en théorie de 6 ans, mais il pourra être limité à 3 ans, comme on le verra juste après avec Camille. Et si c'est une personne, qu'est-ce que tu as voulu dire ? Alors si c'est une personne, c'est là où on va dire c'est la bonne nouvelle ou alors les incohérences du législateur. Si c'est une personne qui détient un certain nombre d'entités et qu'on arrive à ce seuil de 8 millions, eh bien, surprise, hop, je vais essayer de tourner. Une personne physique, on s'entend. On rentrera en fait dans la notion de filiale significative et on devra nommer un commissaire aux comptes si deux des critères suivants, donc qui sont les seuils intermédiaires, sont dépassés. Donc c'est-à-dire 2 millions de total bilan, 4 millions de chiffre d'affaires hors taxe ou 25 en termes de nombre de salariés. Donc pour revenir juste sur ces seuils intermédiaires, je suis un petit groupe, donc je fais, on va dire, 8 millions de chiffre d'affaires. À partir du moment où il y a une filiale qui dépasse les seuils intermédiaires, je vais devoir nommer un commissaire aux comptes dans cette filiale. Mais je peux être un petit groupe si je suis une personne physique qui détient des sociétés en fait, et dont l'ensemble en fait, dépasserait les seuils de 8, 4 et 50. On voit quand même la complexité du texte avec les questions qu'elle pose tout de suite, par exemple sur les filiales qui seraient étrangères ou les sociétés holding étrangères avec une filiale française. Ça fait partie des questions qui ont été posées à la commission des études juridiques et pour lesquelles on aura des réponses officielles bientôt, sachant que les réponses officieuses nous sont plutôt favorables. Alors, j'en dirai pas plus. Autre incohérence, en fait, si vous êtes dans un groupe qui établit des comptes consolidés, donc il y a 2 commissaires aux comptes, et qui aurait des filiales significatives donc qui dépasseraient ces seuils intermédiaires de 2, 4 et 25, là, on ne va pas rentrer dans le dispositif et on n'est pas obligé de nommer de commissaire aux comptes. Donc vous voyez en fait vraiment à la fois complexité et parfois incohérence en fait de la loi. Donc au niveau des filiales significatives, de la même façon, le mandat peut être limité à 3 ans. Je ne sais toujours pas sur quel bouton tu appuies. Merci. Alors, nous voilà à la norme ALP et à la norme PE. Donc, il faut savoir que ces 2 normes ont été homologuées par arrêté du 9 juin 2019, donc c'est tout récent. La norme ALP, c'est la NEP 911, et la norme PE, la NEP 912. Alors, pour ce qui concerne la norme ALP, ça va concerner les mandats donc de CAC qui sont désignés de manière volontaire, et aussi les mandats dans les sociétés holding et filiales significatives de petits groupes, ce qu'on vous a présenté juste avant. Donc là, l'idée, c'est de dire que la société peut limiter le mandat du CAC à une durée de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le PV qui va vous désigner, il faut qu'il soit écrit de manière très précise que le commissaire aux comptes est nommé pour 3 ans, auquel cas c'est la norme ALP qui va s'appliquer. Si rien n'est précisé ou si on mentionne 6 ans, vous allez appliquer la norme PE. ALP 3 ans, PE 6 ans. Pour les mandats en cours, ce qu'on vous a dit en préambule, c'est que le client peut demander au CAC de poursuivre son mandat avec la norme ALP. Cela nécessite votre accord au préalable et en tout état de cause, ça ne raccourcira pas la durée de votre mandat. La durée, pardon. Alors, donc, quelle NEP pour quelle entité auditée? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les sociétés qui ont l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, y compris pour les têtes de petits groupes qui dépasseraient les seuils de 4, 8 et 50 salariés, c'est toutes les NEP qui vont s'appliquer. Pour les désignations volontaires dans les sociétés commerciales, ça sera au choix du client et avec votre accord, la norme ALP ou la norme PE de 6 exercices.
Pour les petits groupes, quand on est filiale, les 2 normes sont applicables. Pour les sociétés de petits groupes qui ne dépassent pas les seuils 4, 8 et 50 salariés, les 2 normes sont applicables également. Et toutes les entités qui décident, autres que les sociétés commerciales, de nommer un CAC sur une base volontaire, pourront désormais appliquer la norme PE. Donc, quelle différence entre la mission ALP et la mission classique, qu'elle se fasse avec la norme PE ou les normes classiques? Alors, sur le rapport de certification des comptes, ça c'est un point important, on est toujours dans l'assurance raisonnable, c'est-à-dire que l'opinion d'audit sera la même, quelle que soit la mission choisie. Sur la durée de la mission, on l'a déjà rappelé, ça sera 3 ans pour la norme ALP, 6 ans pour les autres normes. Le rapport sur les risques, on détaillera un petit peu plus loin, lui est applicable uniquement pour la norme ALP, c'est donc la grande nouveauté de cette norme nouvelle. Les vérifications spécifiques sont applicables pour les normes dans les missions classiques et de manière accessoire pour la mission ALP, c'est-à-dire que vous allez être appelé à valider par exemple un rapport de gestion qui serait établi sur une base volontaire par votre client puisqu'il est communiqué à vos associés, mais sinon toutes les autres diligences de vérification spécifique disparaissent. Idem pour le rapport spécial sur les conventions réglementées qui n'est plus applicable pour la norme ALP. Et enfin, toutes les missions qu'on appellera d'intérêt général, il s'agit de la révélation, de l'alerte ou de traque-fin, tout ça est applicable, quelle que soit la norme retenue. Alors, sur la norme ALP, comme on l'a dit, au moment de l'audit des comptes, on demeure dans une certification avec une assurance raisonnable et on conserve la justification des appréciations. Ce qui ne change pas, outre les 3 missions d'intérêt général, c'est également le signalement des irrégularités et des inexactitudes. Donc, en plus, qu'est-ce qu'on va être appelé à établir avec la norme ALP? C'est notre fameux rapport sur les risques à destination des dirigeants. Il s'agit des risques financiers. Par exemple, on va pouvoir décrire les indicateurs financiers de la société à un instant T. Les risques d'ordre comptable, ça peut être l'appréciation du contrôle interne, puisque nous n'en sommes pas exonérés. Ou les risques de gestion, par exemple des risques d'ordre sociaux ou fiscaux. Si vous êtes commissaire aux comptes de la société holding, de la société faîtière, alors le rapport porte sur l'ensemble des entités qui sont constituées par la mère et ses filiales. C'est un rapport qui n'est pas normé et qui a pour but d'apporter de la valeur ajoutée aux clients. Alors qu'est-ce qu'on fait en moins? Ça, c'est la grande question. Alors, ce que dit la NEP, c'est que les diligences peuvent être proportionnées à la taille de l'entité. En l'occurrence, alors ça, c'est pas précisé dans la NEP, mais le directeur général du H3C l'a confirmé lors du dernier forum EIP, il n'y a pas d'obligation de justifier les diligences non faites dans notre dossier. Alors, certaines diligences peuvent ne pas être retenues par le commissaire aux comptes, telles que la circularisation des tiers ou encore la demande de déclaration de la direction. Ou encore, au moment de la rédaction du plan de mission, on n'a plus l'obligation de distinguer entre risque inhérent et risque de contrôle. Bon, malgré tout, on reste quand même sur une assurance raisonnable, donc on a un certain nombre de diligences d'audit à mettre en œuvre. Alors, les diligences exclues de la mission ALP, on en a déjà parlé rapidement. Donc, on a le rapport spécial sur les conventions réglementées. On a un certain nombre d'autres diligences, on ne les détaillera pas toutes parce qu'elles ont pour beaucoup un caractère assez, disons, éphémère ou exceptionnel, comme une réduction de capital, la perte de la moitié du capital social avec la provocation d'une décision de dissolution anticipée. Et dans les autres points à retenir, éventuellement, on a la mention des prises de participation et de contrôle dans le rapport du CAC qui disparaît. Voilà sur les diligences qui sont exclues de la mission ALP. Alors, un petit point sur la documentation disponible sur le site de la CNCC. Vous avez donc le décryptage de la loi Pacte et de la norme ALP, le communiqué sur la loi Pacte, la brochure relative à la partie législative du Code de commerce et la partie réglementaire également du Code de commerce. Et je vous invite également à regarder toutes les réponses éventuelles de la Commission des études juridiques qui sont également disponibles sur Sidonie. En tout cas, qui le seront très vite.